Merci pour cette invitation. Je suis bien heureuse d'être là. Je suis venue l'année passée pour voir un peu l'atmosphère et je dois dire que les rencontres hors université me rendent toujours joyeuse. C'est-à-dire la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes ici en fait, hein? Je posais cette même question aux étudiants qui venaient à Gand, qui commençaient leurs études de philo. Je leur posais la même question. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi est-ce que vous seriez préoccupés par des questions dont personne, ou presque personne, ne se préoccupe? Et c'est vrai que ça m'émeut et ça me rend toujours heureuse et joyeuse que de savoir qu'il y a des personnes éveillées. Bon, il y a beaucoup de travail à faire et je propose de commencer tout de suite. Une petite parenthèse quand même, c'est que je sais bien, je parle assez bien le français, mais ma langue maternelle c'est quand même le néerlandais. Donc je fais des faux pas de temps en temps, hein. Il faut en tenir compte peut-être. Le premier slide, vous voyez là le corps interne, le corps externe, le corps viscéral, le corps squelettaire, musculaire. Et c'est en fait un peu, j'ai écrit sur le slide, c'est le but, mais en fait un beau mot philosophique, c'est plutôt l'horizon de ce que je propose ici, hein. Donc sachez que cette distinction entre corps interne et corps externe, c'est un peu le sous-bassement de mon questionnement philosophique à propos de sujet et objet. Et c'est aussi ce qui s'articulera de plus en plus à la mesure des conférences que je donnerai ici. Donc il y a là quelque chose à comprendre à partir de ces distinctions, quelque chose de l'ordre de la philosophie, des distinctions philosophiques de notre philosophie occidentale. Il y a quelque chose à comprendre à partir de ces distinctions entre corps interne et corps externe. Philosophie occidentale, ça veut dire espace cartésien. Et on en parle facilement de Descartes et de ce que c'est que le cogito cartésien, mais je trouve que c'est pas du tout évident de saisir ce qui est en jeu là. Et je vais essayer tout brièvement aujourd'hui d'ouvrir un peu cette question de ce que c'est que le geste cartésien. Parce qu'on peut bien en parler et dire oui, je pense, mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit je pense? Ou qu'est-ce qu'on dit quand on dit je suis? Et qu'est-ce qu'on dit quand on dit je pense donc je suis, hein? C'est pas. Déjà là, c'est un gros truc, quoi. C'est pas du tout évident. Et l'idée principale, c'est en fait que on peut bien se constituer en grand sujet pensant, des sujets qui se représentent le monde, qui font des représentations. Mais je vous inviterai à penser les choses d'une autre manière, c'est-à-dire de considérer tout ce qui est de l'ordre du sujet pensant, de le considérer comme quelque chose qui est en fait un geste un peu désespéré, d'affirmer quelque chose par rapport à un objet qui échappe. Et donc le sujet, il pense pour autant qu'il y a là quelque chose à saisir qui, en quelque sorte, ne se laisse pas saisir. Plus ce n'est pas à saisir, plus ce n'est pas saisissable, plus le sujet pensera. Et ça aussi, ça a à faire avec cette distinction entre corps interne et corps externe. Donc, j'articulerai avec vous ce qu'on peut appeler une logique du sujet liée à ce qui se laisse saisir comme objet ou pas. Une vraie logique, c'est-à-dire c'est une question formelle, d'abord et avant tout, une question formelle. Et c'est à partir de la philosophie de Descartes, de Kant,
hein, parce que mon philosophe préféré, c'est quand même Kant, j'avoue, hein, je confesse. Descartes, je le considère un peu comme une sorte de préparation à Kant. Je traiterai donc cette question de manière assez théorique et abstraite à partir de Descartes et de Kant, mais je reprendrai alors la question à partir de Freud et de Lacan, dans la mesure où ces deux penseurs, auteurs, psychanalystes, se posent la question de ce que c'est que, pas seulement, je dirais même, pas vraiment la question du sujet, mais la question de la subjectivation. Et donc le processus de se subjectiver à travers les tentatives de se représenter en monde. Hein. Et là, la grande question sera, d'abord, qu'est-ce que c'est de se représenter, c'est-à-dire de se représenter le corps. Hein. Donc la question du corps interviendra à ce niveau-là. Ce qui nous mènera à des questions de plaisir, de jouissance, de satisfaction. C'est des termes freudiens, lacaniens, mais qu'il faudra qualifier. Il y a quelque chose en particulier à dire sur la jouissance, concept de Jacques Lacan, qui est crucial, à mon avis, dans cette logique du sujet. Pour Lacan, il n'y a pas de sujet sans jouissance. Donc, le sujet, la subjectivation, c'est en fait un processus de jouissance. Et là, il faudra expliquer ça. J'ouvrirai un peu cette dimension aussi aujourd'hui, c'est la question de l'historicité. Parce que, et je parle peut-être du monde philosophique académique que je connais un peu, parfois, on n'échappe pas à cette... c'est même pas une tendance, c'est une évidence presque, de considérer les choses qu'on dit comme des choses finies, absolues, hein, c'est-à-dire qui tiennent une fois pour toutes. Donc les questions qu'on se pose, la façon dont on se pose les questions, on a tendance toujours à les considérer comme ahistoriques, parce que c'est les questions qu'on s'est arrivé à se poser. Et on n'a pas... il faut une petite violence pour s'ouvrir à l'idée que c'est peut-être pas la question, ou qu'il y a d'autres questions, qu'il y a des questions foncièrement différentes. Hein. Donc il y a toujours une violence à ouvrir la dimension d'une autre question. Il faut de la violence pour ça. Donc l'histoire est importante pour nous aider à ouvrir, à casser en fait les questions dans lesquelles nous sommes nés, nous nous sommes subjectivés, toujours déjà. Je parle de questions parce que je trouve les réponses franchement pas très intéressantes, mais les questions, ça c'est important. Quelles sont les questions qu'on arrive à se poser? Et déjà, la façon dont je parle, ce que je raconte aujourd'hui, je suis prise là, hein, de toute façon, donc je suis très contente d'avoir l'occasion de parler pour peut-être arriver à un autre moment, à une autre ouverture qui n'était pas là, qui ne pouvait peut-être pas être là et qui m'est inconnue en quelque sorte. Donc ce n'est que en produisant du discours, en agissant, qu'il y a une chance d'arriver à d'autres questions. Alors, il y a une petite phrase que j'ai ajoutée. Je vous dis que ces distinctions corps interne, corps externe est très importante dans tout ce que je raconterai, c'est-à-dire dans cette logique du sujet où je considère que le sujet c'est quelque chose qui vient toujours après ce qui s'est toujours déjà constitué comme objet. Donc l'objectivation, c'est déroutant. C'est pour autant que l'objet ne fait pas automatiquement, ou la chose, disons plutôt, ne fait pas automatiquement ce qu'on croirait qu'il ferait, qu'on se dit « Ah,
il faut que je me questionne, quoi. Et j'ai une idée qui m'est venue assez récemment, mais qui me travaille quand même, et je vous donne ça comme question. Je me demande si les sciences modernes, hein, nous vivons quand même dans une époque de la modernité, nous sommes des modernes, rien à faire, des cartésiens, nous vivons avec les sciences, dans les sciences, c'est impossible de penser sans les sciences. Je me pose la question si les sciences ont bien à voir avec l'objet et l'objectivation. Je pense à ce que Henri Atlan me disait il y a des années déjà, que plus la science est précise, moins elle traite de quelque chose. Et donc, la petite hypothèse qui me travaille là, c'est la fonction de la science n'est peut-être pas de produire de l'objectivité, mais au contraire, d'être pour nous un indice, un obstacle à tout ce que nous serions tentés de construire et de constituer comme objet. La question de limite intervient là, c'est-à-dire la science peut nous limiter dans nos constructions subjectives, dans notre monde de représentation toujours subjective, il peut nous limiter, mais la fonction de la science pourrait tout aussi bien être justement de dire « Ah, ce que vous voyez n'est pas ce qu'il y a à voir. Ce que vous voyez subjectivement, ben, c'est pas ce qu'il y a à voir. » Et Ariane Bazan, qui interviendra, elle viendra à partir de la 3e conférence, en fait, pour faire partie de ces rencontres. Elle a une façon assez provocante de dire les choses, de dire la pornographie, l'étude, il faut voir, on fait voir des choses. La fonction de la pornographie, c'est ça, de nous faire voir que ce que nous voyons n'est pas là. Hein, c'est une façon un peu paradoxale de le dire, mais de nous confronter au fait que nous avons déjà toujours un monde de représentation. Eh bien, non, c'est peut-être pas comme ça. Ce qui ne veut pas dire que la pornographie ou la science, hein, je ne dis pas que c'est pareil, mais bon, hein, on pourrait aussi se poser la question. Donc, ce qui ne veut pas dire que la science, les sciences, le but de la science, c'est de constituer de l'objectivité. Hein. C'est une question qui s'est ouverte assez récemment pour moi. Alors, je commence avec une petite anecdote, justement dans la lignée de cela. J'avais un étudiant qui vient de terminer ses études de philosophie, qui vient me voir, et parce qu'il veut faire une thèse de doctorat, il est un peu divisé sur la question, parce qu'en fait, à Gand, il y a de la philosophie anglophone, anglo-américaine analytique, c'est-à-dire précis, on a un problème, on définit un problème, puis on détermine les solutions. Hein. On a toujours déjà le problème, et c'est assez peu critique à ce niveau-là. Et donc il est tenté par ça, parce que c'est vrai, c'est précis, c'est confortable, mais me dit-il, c'est un peu mort, c'est vrai aussi. Donc il vient me voir pour faire un contrepoids. Il me avait écrit un mail en disant je veux parler à une personne neutre. Et je sais qu'il est bachelier en médecine. Alors, lors de cette conversation, il me dit « J'ai arrêté les études de médecine parce qu'à mon avis, ça ne traite de rien. » J'étais un peu époustouflée par ça. La médecine ne traite de rien. Et ce qu'il disait me travaillait un peu parce que, bon, on pourrait dire c'était insupportable pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé des études de philo. Donc il espère quelque chose de la philo. Il espère que la philo, bon, ça s'occupera de vraies questions, ça traitera de quelque chose. Hein. En même temps, on pourrait se poser la question,
qu'est-ce que serait une médecine qui traiterait de quelque chose? C'est-à-dire de... Qu'est-ce que ça voudrait dire? De la souffrance, de la santé, du sujet, du corps. Déjà, une science du sujet, hein, c'est tout ce que je fais à voir avec cela. Qu'est-ce que ça pourrait être une science du sujet? Et c'est ce que ce n'est pas forcément toujours une science de l'objet. Hein, c'est un peu les questions à l'ordre ici. Donc, pour cet étudiant-là, on pourrait se dire quelle serait une médecine satisfaisante pour lui, hein? Donc, sûr, il a encore l'espoir qu'il y a des discours qui traitent de quelque chose, hein? Mais en même temps, il a suivi aussi mon cours sur Kant en master, et là, il a changé de cap. Il a commencé un peu à changer de cap. Il me l'a dit d'ailleurs en troisième bachelier où je donne cours sur Husserl, et il me disait que je lui avais donné un uppercut à un certain moment, j'avais oublié, mais donc, et c'est vrai, c'est des situations de discussion, et à un certain moment, j'aurais pointé, et je dis, écoute, il y a quelqu'un là qui parle quand même. Et en tant qu'étudiant, il était pris, quoi, parce qu'il était mis le dos au mur, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire que moi, je parle, hein? Bon, mais ce que je veux relever de cette anecdote, c'est que en fait, il faisait en quelque sorte un geste cartésien, hein? Je m'imagine que Descartes, qui était très préoccupé par des questions de santé, et il y a des études qui s'ouvrent aujourd'hui sur ce contexte de Descartes, qui n'est pas du tout, ou pas vraiment la même chose que le cogito. Le geste cartésien de cet étudiant, c'est il faut quand même que ça traite de quelque chose, hein? Et si ce discours de la médecine ne traite de rien, c'est moi qui vais parler, hein, c'est moi qui vais assurer les choses, hein. Et c'est ça un peu le geste cartésien auquel j'arrive maintenant. J'ai pris deux choses d'un auteur que j'aime assez, Herman de Vleeschouwer, comme on dit en français. Herman de Vleeschouwer, c'est quelqu'un qui était prof à Gand lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas une histoire rayonnante au niveau de la politique, mais c'était un très très grand spécialiste de Kant. Il a écrit en particulier 3 volumes sur la déduction transcendantale, et ça se laisse toujours lire, hein. Je dois dire, je lis ça en cartel et ça vaut vraiment la peine de lire. Pas pour être d'accord forcément, mais bon, il y a des choses à apprendre là. Mais bon, il a écrit des trucs de logique et aussi des histoires de philosophie. Et il y a 2 choses que je prends de Vleeschouwer. La première chose, dit-il, c'est que la modernité reprend ce qu'il appelle de dingmatige Denkhabitus des Grecs. Donc, dingmatige Denkhabitus, franchement, j'en ai parlé un peu avec Franck, c'est pas évident de traduire ça, mais dingmatig, on pourrait dire ce qui est focalisé sur l'objet, ce qui est une pensée qui est à la mesure de l'objet, dont l'objet est la mesure. Et je comprends ça un tout petit peu. Je pense à ce que dit Husserl sur le Wesenschau, par exemple. Les Grecs, ayant quand même identifié, pour ainsi dire, l'objet mathématique, qu'est-ce que c'est qu'un triangle mathématique? C'est un objet qui est là, en quelque sorte, auquel on peut poser des questions, et les réponses seront toujours les mêmes. C'est-à-dire, c'est ça qui constitue un triangle en tant qu'objet. Donc, un ordre de choses qui est là, qui est identifiable, constituable, objet mathématique. Hein, si vous dites les propriétés,
une des propriétés du triangle, c'est d'avoir la somme des angles qui fait 180 degrés. Ben, si vous dessinez des triangles sur le tableau et que vous allez mesurer si c'est bien 180 degrés, et vous dites, oh, c'est pas, c'est 179, 181. Si vous faites ça, vous n'avez rien compris à l'objet mathématique. Hein. Donc, il y a là un objet qui se détache, en quelque sorte, d'une certaine façon d'opérer avec les choses, de manière sensible, alors. Donc, De Vleeschouwer dit que la modernité se situe dans la lignée du dingmatige denkhabitus des Grecs, et il dit aussi, je trouve que c'est une façon de formuler assez intéressante. Bon, il dit, la question de l'être est cruciale dans la tradition occidentale. Chez les Grecs, il s'agit d'un questionnement logique métaphysique centré sur le cosmos, c'est-à-dire le rapport de l'homme au cosmos, en fait. Au Moyen-Âge, il s'agit d'un questionnement théologique sur Dieu. À la modernité, il s'agit d'un questionnement épistémologique, centré sur le sujet. On pourrait dire tout ce qui est objet adviendra dans la suite de ce questionnement épistémologique. Je suis assez d'accord là-dessus. Donc, pour les Grecs, de dingmatige denkhabitus, on peut bien dire qu'il y a là un ordre de choses mathématiques qui est hors discussion, mais en même temps, est ouverte la question de est-ce qu'on pourrait traiter d'autres choses de cette manière, c'est-à-dire est-il possible de concevoir d'un savoir de manière qui est hors discussion, hein, vrai, hein, la notion de la vérité est vraiment cruciale en philosophie dès le début. Elle est cruciale, c'est-à-dire on veut obtenir un savoir hors discussion. Mais dès le début aussi, il y a le doute du philosophe, et chez les Grecs, par rapport aux sophistes, c'est le sophiste en fait qui fait douter le philosophe, parce que le philosophe qui prétend dire la vérité de la chose, il prétend que c'est une vérité qui n'a rien à voir avec sa personne, il n'a plus rien à vouloir, quoi. C'est comme ça. Hein. Le sophiste, il est déroutant quand même, parce que il confronte le philosophe au fait que, moi je peux tout aussi bien vendre ce savoir, hein, dont vous dites que c'est un savoir de la chose. Moi je ne suis pas du tout dans la même logique que vous. Hein. Donc le sophiste révèle en fait que le philosophe est dans une certaine logique de la vérité de la chose, et qu'il y a d'autres logiques possibles. Et donc, toujours, dès le début, le philosophe a été hésitant, c'est-à-dire il n'a pas compris le sophiste, qui pouvait être dans une autre logique, et pourtant, c'était absolument essentiel de convaincre le sophiste, parce que voudrait dire un savoir vrai sur la chose si on ne convainc pas tout le monde, hein. Donc, on voit tout de suite la logique d'exclusion qui est à l'œuvre là, parce que celui qui ne comprend pas, il est bête, quoi, il n'est pas humain, etc. On est sur cette pente-là. Donc, Descartes est vraiment dans cette option, cette logique de dingmatige denkhabitus. Et je suis assez d'accord là-dessus avec De Vleeschouwer. La deuxième chose que dit De Vleeschouwer, je dis en néerlandais d'abord, il place het subject aan de spits van het denken, donc le sujet à la pointe de la pensée. Et je annonçais déjà un peu cela dans l'introduction, que la chose, tout ce qui va de manière plus élargie que le triangle mathématique, si on veut parler du monde, des choses dans le monde,
C'est pas rassurant, ça. C'est pas rassurant du tout. Au contraire, pour Descartes. Donc, s'il y a quelque chose qui rassure, c'est bien le sujet qui pense. Donc, le sujet à la pointe de la pensée, je considère toujours que ce qu'a fait Descartes, c'est en fait, en quelque sorte, éviter toute cette atmosphère de vagues, de dynamique, de changeant par rapport à ce qui est sensible, hein, à ce qui se situe dans la sensibilité, éviter tout ça avec un mouvement de vitesse, quoi, d'accélération, en disant non, écoute, il ne faut pas s'occuper de ça, on va démolir ça de manière méthodique, bien sûr, mais il faut quand même garder quelque chose. Hein. Voyez ici cet étudiant pour qui c'était insoutenable que la médecine ne traite de rien, qu'un discours ne traite de rien. C'est insoutenable, ça. Il faut qu'il y ait des choses qui traitent de quelque chose. Hein. Donc, le sujet, le cogito, le sujet qui pense, qu'affirme Descartes, je vois ça toujours dans ce mouvement-là. Et de manière abstraite, on peut dire que Descartes, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il force la place pour le sujet pensant. C'est-à-dire, il fait là, il thématise, là, il nomme le sujet comme pensant. Hein. Le fait de nommer, c'est pas rien. Hein, je dirais que c'est le premier geste du philosophe que de nommer les choses. Et puis, ce qu'on nomme, on ne sait pas toujours, mais le fait de nommer fait toute une différence. La deuxième chose que fait Descartes, c'est cette place-là, il en fait une place substantielle. C'est assez common, ce que je dis, hein, c'est rien de nouveau là. Mais bon, c'est important de souligner quand même que le sujet pensant pour Descartes, c'est une chose, hein, c'est une chose pensante, res cogitans. Ainsi, Descartes ouvre la philosophie comme un espace subjectif. Et donc, la dernière chose, c'est que dans cet espace subjectif, c'est le sujet qui fait la mesure, hein, ou au moins, c'est ce que voudrait bien Descartes. Donc, il prend ses distances de tout ce qui s'est déjà fait comme objet, hein, il dit non, il y a quelque chose qui doit prendre la mesure des choses. Hein. Donc, c'est ça que veut dire De Vries en disant le sujet pensant à la pointe de la pensée, le sujet à la pointe de la pensée. C'est ça le cogito cartésien. Alors, en lisant Husserl, en particulier la crise des sciences européennes, Husserl, c'est donc phénoménologie fin 19e, début 20e, et dans la crise des sciences européennes, Husserl décrit l'avènement des sciences modernes en termes d'une mathématisation de la nature. Donc, on peut critiquer ça aujourd'hui, mais à mon avis, ça tient toujours. L'idée que ce qui s'est passé dans la modernité, c'est on a repris cette idée du triangle parfait, idéal, idéal, comme objet mathématique, et l'ambition, c'était de traiter toute chose de cette manière-là. Donc toute la nature, on va la comprendre comme on comprend le triangle mathématique. Bien sûr, ce n'est pas évident, parce qu'il faut d'autres choses, il faut mesurer, hein, il faut introduire des mesures, donc il faut prendre des décisions. Hein, mais ce qui détermine, ce qui tient les fils, c'est quand même le processus de formalisation. Et je suis assez d'accord avec lui que la modernité, c'est une histoire, une aventure de formalisation
dont on vit les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est bon chez Husserl, c'est qu'il dit, Galilée par exemple, il fallait bien un Galilée, hein, il fallait bien un Descartes, donc il fallait bien quelqu'un qui écrive ce qu'il y avait à écrire. Donc il décrit le processus comme un processus d'écriture où, dit-il, il y a toujours un mélange de méthode et d'instinct. En d'autres mots, les auteurs qui ont écrit le livre de la nature, ils ont été portés par quelque chose qui leur échappait aussi. Donc ce n'est pas le cas qu'on se met, on s'installe bien, on dit maintenant je vais écrire le livre de la nature. Non, non, il y a des choses qui s'écrivent, ça se passe. Donc, Husserl a aussi ouvert pour moi cette idée que si on constitue les sciences, ou l'objectivité des sciences modernes, c'est en trouvant l'écriture mathématique, mais en même temps, ça fait émerger la question du sujet, parce que quand on est d'accord pour dire que ça s'écrit, hein, il y a quelque chose qui s'écrit là, qui s'est toujours déjà écrit d'une certaine manière, on est rejeté sur soi-même en se disant, bon, mais qui a écrit ça, hein? Et c'est ça en fait que thématise Descartes, comme le décrit aussi Husserl. Donc le sujet qui est en fonction de l'objet. C'est ça que Husserl appelle le motif transcendantal de Descartes, c'est-à-dire, sans que Descartes ne l'appelle en ces termes, le sujet pensant, c'est en fait la condition de possibilité de toute objectivité, de la nouvelle objectivité. Donc le sujet court après les faits, mais ce que fait Descartes alors, c'est, après les faits, il l'installe comme premier. C'est ça le geste cartésien, c'est ça le cogito cartésien. Donc il le met à la pointe, dit de Vleeschouwer, à la pointe de la pensée, mais on peut tout aussi bien dire à la pointe des choses. Hein. Donc l'insoutenable d'un sujet qui ne serait pas premier, en fait. On pourrait dire, c'est ça la philosophie cartésienne. L'insoutenable d'un sujet qui ne serait pas roi dans sa propre maison, comme dira Freud au XIXe siècle. Et la grave erreur que fait Descartes, selon Husserl, c'est de substantiver le sujet, c'est-à-dire d'en faire un objet, une res, une chose. Et on voit que c'est une erreur dans la mesure, on le voit dans les développements des sciences, parce que c'est Descartes qui a en fait ouvert la porte à l'étude du sujet comme objet. Hein. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour Husserl? C'est laisser le sujet, la subjectivité, comme relation, comme rapport, comme quelque chose qui échappe toujours par rapport à ce qui se constitue en objet, hein, ou qui est à une autre place, qui est foncièrement différent, hein, qui est une place, mais déjà. Hein. Vous voyez que c'est pas évident de thématiser le sujet, et pour Husserl, je dirais, on le verra à la fin, il est peut-être moins courageux que d'autres pour ne pas thématiser le sujet comme on aurait quand même tendance de le faire, c'est-à-dire de l'installer quelque part, soit dans la conscience, soit dans la sensibilité, mais quelque part quand même. C'est pas possible que ce sujet soit nulle part, enfin. Hein. Sinon, de quoi on parle, hein? Qu'est-ce qu'on fait ici, hein, il faut, hein, j'espère que vous entendez l'inquiétude dans ma question, parce que c'est vous qui allez me rassurer que je suis en train de dire quelque chose. Hein. Peut-être je ne dis rien. Hein. Peut-être si vous ne recevez pas ce que je dis, c'est peut-être rien, c'est possible. Hein. C'est pas gai, mais c'est peut-être comme ça. Donc, la signification profonde et cachée du cogito cartésien pour Husserl, c'est
que son geste, non seulement d'installer le sujet comme terme pensant, c'est très bien, mais de le chosifier en quelque sorte, c'est ça la catastrophe de Descartes pour Husserl. Parce que, et ça s'est avéré dans le développement des sciences, qui ont montré une prolifération de disciplines, surtout dans le 19e, à partir du 19e siècle, et comme Foucault l'a très bien dit, les disciplines, c'est discipliner les choses. Et donc, l'avènement de la psychologie, c'est une discipline du sujet, c'est la tentative de discipliner le sujet. Et ça va très loin, et à la toute dernière conférence, je parlerai avec ma collègue Ariane Bazin de l'euthanasie, ce qui se passe en Belgique par rapport à l'euthanasie, pour montrer que ce qui se passe, c'est peut-être exactement dans cette même logique, hein, qu'il y a là quelque chose qu'on peut saisir, on va saisir. Hein. C'est pas une question... c'est une question, quand on dit on va saisir, c'est une question de plus ou moins. On dira, on n'est pas encore là, mais attendez un tout petit peu, on va saisir tout ça. Hein. Ok. Donc, Husserl, la crise des sciences européennes, c'est un travail tardif de Husserl, que j'aime bien, et dont j'ai appris beaucoup de choses. Mais je sens aussi qu'en ce moment, je me distance peut-être un peu. Je commence à me distancer un peu de ce qu'il fait. L'importance de ce travail de Husserl, c'est qu'il traite des questions d'objectivité et de subjectivité en termes historiques. Donc, il commence à s'ouvrir à la question de, je dirais, la logique à l'œuvre. Et la logique qui n'est peut-être pas universelle et nécessaire et qui devrait tenir pour tout le monde, mais qui est une logique, et qui a peut-être d'autres logiques. Et donc, il y a là peut-être des questions politiques qui s'annoncent. Mais quelle est la méthode qu'utilise Husserl dans la crise des sciences européennes? C'est ce qu'il appelle une méthode historique téléologique. Et c'est assez simple. Il part du moment présent. Il dit, pour saisir le sens, la signification du moment présent, il faut retourner sur cette pas, il faut se poser la question des conditions de possibilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous faut supposer de nécessaire pour expliquer que nous sommes arrivés à ce moment précis. C'est une méthode transcendantale qui dépend bien sûr de cette petite estimation du moment présent. Donc quand Husserl parle de la crise des sciences européennes, on est 1920-1930. Interbellum, en fait, c'est un moment de crise dans le monde, mais un moment de crise aussi en philosophie, c'est-à-dire il décrit comme la philosophie positiviste décapitée, dit-il, où on promeut en quelque sorte une Tatsachenmenschen, donc des hommes de la factualité, bloße Tatsachenwissenschaften machen bloße Tatsachenmenschen. Donc des sciences focalisées purement sur les faits font des humains purement focalisés sur les faits. C'est ça qu'il dit dans la crise des sciences européennes. Donc ces moments de crise, bien sûr, vous comprenez bien qu'il y a là déjà une estimation du sens ou non-sens du moment présent. Mais l'intéressant de la méthode, c'est que tout ce qu'on dira sur l'histoire dépendra de cette estimation et fera une différence pour envisager l'avenir. Donc, il y a l'origine, la question de l'origine qui se pose à partir du moment présent, mais aussi le télos. Et ce que constate Husserl, c'est qu'il y a un objectivisme promu par
la philosophie positiviste, c'est-à-dire tout ce qu'il nous faut en fait, c'est les sciences qui nous disent et qui nous diront la vérité des choses. Hein. Et pour cela, on a besoin de plus de discipline, bien sûr, parce que c'est une question de territoire à couvrir. Hein. Donc, donnez-nous encore de l'argent, un peu de temps, et nous couvrirons ce territoire. C'est ça l'objectivisme. La réaction par rapport à ça, c'est le subjectivisme qui dit, écoutez, vous dites bien que c'est la vérité, mais il n'y a pas de vérité. Toute vérité est relative, construite, relative en fait. Hein. Ça, c'est le subjectivisme. Et la position de Husserl, c'est entre les deux. C'est-à-dire, c'est certainement pas objectiviste, mais c'est pas subjectiviste. Il voit très bien que objectivisme et subjectivisme sont les deux versants de la même médaille. Donc, j'adopte bien cette méthode, c'est-à-dire cette méthode de partir du moment présent, dont il faut toujours se questionner sur quel est ce point de départ, le sens de ce point de départ, dont il faut dire aussi que ce sont les conditions de possibilité qui détermineront ce sens. Hein. Mais vous voyez que c'est un peu circulaire, enfin, c'est la méthode kantienne, en fait, transcendantale, c'est circulaire d'une certaine manière. Et la question du sujet et de l'objet, on pourrait dire, je décrirais cette histoire, c'est pas Husserl, ça c'est une histoire de l'insaisissable et de l'insupportable. C'est insupportable l'idée qu'il y ait des choses qui échappent, que la chose échappe, c'est insupportable, donc il faut une nouvelle discipline. Hein. On est dans le plus ou le moins, et on prendra bien la petite bête, hein, on arrangera les choses. Mais en même temps, il y a le retour de refoulé, pourrait-on dire avec Freud, c'est-à-dire le geste de nier le fait qu'on a toujours été impliqué dans cette constitution d'objectivité. On a toujours été impliqué, on n'en peut rien savoir. C'est-à-dire, on voudrait bien penser les choses, dire les choses, avoir des représentations du monde, mais on veut bien oublier aussi le moment où le monde s'est toujours déjà constitué, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a toujours des objets. Hein. Donc, il y a toujours un pas de perdu, quoi. Hein. C'est ça, en fait, qu'on pourrait qualifier de l'inconscient. Alors, je vous livre une autre lecture. En préparation de cette conférence, je lisais un peu Alain de Libera. Je ne sais pas si vous connaissez son livre L'invention des sciences modernes, l'invention du sujet moderne. Et Alain de Libera, c'est un spécialiste de la philosophie du Moyen-Âge, classique aussi, je pense, je ne suis pas sûre. Et sa lecture est foucauldienne. C'est un peu différent de Husserl, dans la mesure où Husserl reste quand même coincé dans cette idée de sens et de sauvegarde d'un sujet qui réfléchit et qui garde intacte cette dimension de réflexivité. Le sujet, c'est différent de ce qu'on peut constituer comme objet. Et avec Foucault, c'est déjà plus difficile de sauvegarder cette distinction. Hein. C'est déjà beaucoup plus critique, cette question-là. Alors, une des choses intéressantes dans ce livre, c'est qu'il décrit que la question du sujet vient bien avant la question de l'homme. Mon propos n'est pas de vérifier ça historiquement, mais ça me fait penser, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs, je laisse un peu la question ouverte, mais il dit que l'anthropologie ne se fait qu'au XVIIIe siècle, le terme est un peu avant quand même, déjà au XVIe, mais l'anthropologie, comme discipline, l'étude de l'homme, ne se fait qu'au XVIIIe siècle, et c'est déjà au XVIe siècle qu'émerge la question du sujet. L'anthropologie, les sciences humaines, où il est en jeu ce que décrit Husserl, c'est-à-dire la réduction du sujet à un objet, du sujet humain à un objet. Hein. Alors, vous savez bien que Foucault parlera de la mort de l'homme au XXe siècle. Hein. Je vous livre tout ça pour vous montrer qu'il y a d'autres moments présents pour se poser les mêmes questions et pour
pour en arriver à une étude des conditions de possibilité de cette interprétation du moment présent. Donc, la mort de l'homme, Foucault dit, c'est une figure confuse, simplificatrice, de dire que les hommes s'engagent perpétuellement dans un processus qui, en constituant des objets, le déplace en même temps, l'homme, le déforme et le transfigure comme sujet. La mort de l'homme, on ne peut plus penser que dans le vide de l'homme disparu. Mais ce n'est pas un vide à combler, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a coupé avec cette idée de « Ah oui, c'est vrai, c'est pas facile l'homme, hein, ça bouge et c'est complexe, et c'est dynamique, et c'est historique, etc. » Mais quand même, hein, on va l'objectiver un tout petit peu. Donc là, si on se situe dans l'option de combler un vide, hein, c'est-à-dire le geste cartésien, hein, on va quand même... allez, on est quand même capable de quelque chose, quoi, on se fait des représentations, etc. Eh bien, à partir de Foucault, c'est plus ça. Hein, c'est ça la mort de l'homme. Mais notez quand même que la façon d'en parler, la façon de formuler les choses, c'est quand même très sujet-objet. Hein. Bien sûr, il faut se poser la question, mais qui parle là? Quand Foucault écrit ça, bon, le sujet, ça change en fonction de l'objet, ça se déplace, ça se déforme, ça se transfigure, mais il y a toujours la position du sujet qui parle. Hein. Donc, ça me met un peu mal à l'aise, cette façon d'en parler, mais en même temps, c'est pas évident de parler d'une manière adéquate, s'il y a une façon de parler de manière adéquate. Hein. Je suis en train de lire en cartel La logique du sens de Deleuze, et là, Deleuze, ça s'approche assez d'une façon de parler de sujet et objet qui est plus fluent, disons, plus dynamique. Mais là, pour Foucault, dire que c'est la fin d'une épisode cartésien, un épisode cartésien, c'est pas parce qu'on dit bon, moi je suis pas cartésienne, hein, j'ai rien à voir avec le sujet pensant, hein. Vous entendez tout de suite que c'est compliqué, quoi, hein. C'est ce que dit Deleuze dans Pour parler, quand il dit quand est-ce que je parle le plus en mon nom propre, hein. Il dit quand je me laisse traverser de part en part. C'est-à-dire que tout le monde saisit ça, que quand moi, j'ai rien à dire, hein, le devant de la scène, c'est le moi-je, hein, quand même. Hein. Donc tout le paradoxe de parler et d'être là, hein, c'est une grande question, d'être là dans le discours, mais en même temps de se livrer au discours sans se solidifier en tant que sujet. Hein. Quand Franck Pierrobon m'introduisait, on commencerait très vite à croire, hein, que je suis une grande dame. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une grande dame, hein? Enfin, il y a une façon rigolo de dire en néerlandais, quand on est professeur de philosophie, on appartient au geproefde. Pour ceux qui comprennent, je ne sais pas comment dire en français. Ok. Donc ça, Alain de Libera. Une deuxième chose qui est quand même très intéressante dans son livre, c'est que il dit, quand on veut thématiser ce qui s'est passé au niveau du sujet au XVIe siècle, il faut penser logique. C'est-à-dire, il y a là un changement logique qui s'opère. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne vais pas développer ça, je vous le livre en tant que tel. Il dit que la question du sujet au XVIe siècle a trait à la possibilité de se constituer un sujet religieux sans médiation. On connaît cette histoire de la conversion augustinienne. Le moment où quelque chose comme une petite voix interne s'installe, hein, eh bien, la façon dont de Libera en parle, c'est
toute l'atmosphère de réformisme a mené au fait que la notion, la façon hiérarchique de voir les choses, ou peut-être plutôt la façon hiérarchique dont sujet et objet fonctionnaient, a changé au XVIe siècle. Et il dit, donc, c'est une question philosophique, mais c'est une question psychologique dans la mesure où, quand on se rapporte à Dieu avec un terme intermédiaire, donc on ne peut jamais atteindre Dieu directement, on est dans une autre logique que si on pense que il y a peut-être moyen où c'est pas du tout. Quand on se rend compte, quand on arrive à se rendre compte du fait que cet intermédiaire, c'est peut-être pas nécessaire. Hein. Déjà, on peut laisser un intermédiaire. Là, c'est une autre logique. Hein. Et je vous donne une citation une grande citation de Libera. La vision hiérarchique est d'abord logique. C'est une vision où il y a un supérieur et un inférieur, où aucun inférieur, sauf un, n'est en relation directe avec le supérieur des supérieurs, mais doit, pour se rapporter à lui, passer par un intermédiaire qui lui est immédiatement supérieur. C'est cela une hiérarchie. Je dis que, à un moment de l'histoire européenne, cet ordre est ébranlé et qu'il est précisément ébranlé par la conversion augustinienne. Quand, comment, sous quelle forme? Au Moyen-Âge. Disons, intéressant, à l'âge des universités, qui voit s'opposer les théologiens enseignant la théologie à la faculté de théologie et les philosophes, les maîtres et arts, qui enseignent les arts à la faculté des arts. À l'époque, essentiellement, les arts du langage, grammaire et logique, la rhétorique étant longtemps le parent pauvre. Et bien sûr, les sciences dites réelles, comme les sciences naturelles, dont fait alors partie l'étude de l'âme. Donc on voit déjà que il faut noter ici que cette conversion implique une autre logique et que cette logique se traduit au niveau de l'institution. Hein? Foucault nous a au moins donné cela, que cette conscience de l'importance des structures des institutions. Maintenant, aux universités, on en arrive au désespoir, je trouve, des connaissances disciplinaires, c'est-à-dire à l'impotence, l'impuissance des disciplines pour traiter certaines choses qu'on dit alors complexes. Qu'est-ce qu'on propose en toute pauvreté? C'est l'interdisciplinarité, c'est-à-dire on va combiner des disciplines sans questionner ce que c'est qu'une discipline, hein, ce que ça veut dire, ce qu'est l'historicité d'une discipline. Donc, à mon avis, on est toujours là-dedans. Ce qui a été mis sur les rails, on est toujours complètement là-dedans. Je proposerai une façon de penser tout cela, peut-être un peu subversive, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous me le direz. Quand de Libera dit que si on veut comprendre les changements au niveau du psychologique, au niveau du politique, il faut retourner à la logique. Moi, je dirais, je suis d'accord là-dessus. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à la modernité? Au moins une chose qui a été thématisée par Husserl, aussi par De Vleeschouwer, par beaucoup d'autres, mais qui, à mon avis, n'a pas été adéquatement traitée, c'est la question de la fonctionnalisation du monde. C'est-à-dire,
De Vliesgouwer le dit en ces termes. À partir de la modernité, dit-il, il y a un fonctionnalisme de la raison. Donc, c'est vrai, l'espace subjectif moderne, c'est un espace de la raison. C'était déjà comme ça chez les Grecs. C'est-à-dire, une partie était le monde mathématique, qui était en quelque sorte fonctionnalisé, mais ce n'était pas la fonctionnalisation du monde moderne. Hein. Déjà, les mathématiques étaient différentes. Donc, l'espace subjectif moderne est un espace de la raison, mais c'est un fonctionnalisme de la raison, c'est-à-dire que c'est ouvert à travers les descriptions mathématiques fonctionnelles, c'est ouvert une autre logique du sujet et de l'objet. Je vous livre de manière très spéculative le fond de cela, à partir de ma lecture de cet été de Frege, logicien, fondateur de la logique moderne, disons, Frege qui parle beaucoup de fonctions et objets. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'une fonction, c'est par définition insaturé. Ça demande à être saturé, une fonction. Qu'est-ce qui sature une fonction? Une valeur d'objet. Donc, une fonction réserve une place pour l'objet. Et c'est l'objet qui sature la fonction. Donc, si on dit qu'il y a un fonctionnalisme de la raison, ça veut dire qu'on installe une structure formelle insaturée, insatisfaite, qui demande à être saturée par l'objet. Hein, donc, qui prépare toute la place pour l'objet, hein, et dont on peut dire, ok, il y a des valeurs d'objet qui vont satisfaire la fonction. Quid alors de la question du sujet? Le sujet, c'est celui qui écrit, qui fonctionnalise. Hein? Husserl aurait dit, bon, oui, s'il y a quelque chose qui a trait au sujet, c'est bien la raison. Hein? Donc, il dit que c'est un type européen même. Hein? Donc, on a cette idée que l'humain, c'est l'humain qui pense, hein, qui raisonne. Hein? Les autres n'ont pas de raison. Ok, ça reste à voir. Si on pense tout cela en termes de fonction, hein, si l'espace de la raison, c'est l'espace de la fonction, et si on est un tout petit peu sur la voie de dire que, bon, le sujet, il écrit, il parle, hein, il professe, mais il n'a pas tout en main par rapport à la fabrication de la fonction, c'est-à-dire ça s'écrit. Hein, il y a, comme le dit même Husserl, Galilée, il a une tradition qu'il a prise, il travaille à l'intérieur de cette tradition, puis il met autre chose là, mais c'est un mélange d'instinct et de méthode, hein, et il y a des choses qui lui échappent. Donc c'est certainement pas le cas, et beaucoup d'autres l'ont thématisé, c'est certainement pas le cas que la science, la pensée progresse en termes de celui qui se dit, moi, je vais écrire la fonction. Vous allez voir, taisez-vous, mettez-vous à l'aise, moi je vais régler les choses. Hein. Tout de suite, on sent que c'est pas ça, ça ne marche pas comme ça, la science ne marche pas comme ça. Toute cette disciplinarité, les disciplines des sciences, peut-être vous donnent cette illusion, cette impression, mais en même temps, tout le monde sait que ça ne marche pas comme ça. Tout le monde le sait parce que, quand je dis fonction, fonctionnalisation, on peut peut-être tout aussi bien dire discours. Hein, c'est un mot assez vague en tant que tel, mais le fait qu'on puisse parler, c'est une façon de formaliser. Hein. Donc, quand la modernité s'ouvre comme un fonctionnalisme de la raison, il faut tout de suite savoir que la logique dans laquelle on se trouve, c'est qu'il y a là quelque chose d'insaturé et une place qui pourrait saturer, et une valeur qui pourrait saturer. C'est ça la logique.
Et coincer le sujet et l'objet là-dedans, c'est pas évident. Frege, en logique, a vraiment s'est battu avec ça, entre autres avec Russell, qui n'y comprenait rien, ou enfin, qui faisait de son mieux, qui avait une autre option, disons. Alors, Russell qui ne pouvait pas accepter que l'objet, ce qui est objet, n'ait qu'une place à l'intérieur d'une fonction insaturée. Il ne pouvait pas accepter ça. C'est-à-dire pour lui, l'objet, le Mont Blanc, comme il disait, de plus de 4000 mètres de haut, ou le rhinocéros, quand Wittgenstein dit à Russell et Moore dans un cours, mais écoute, prouvez-moi qu'il n'y a pas de rhinocéros ici. Et Russell et Moore disent, bah écoute, enfin, va te faire, c'est sûr qu'il n'y a pas de rhinocéros, hein. Mais Wittgenstein, il est bien, hein, là il est fin, il y avait une autre option, disons. La question c'est pas qu'il n'y a pas de différence entre un rhinocéros dans la tête et un vrai rhinocéros, c'est que qu'est-ce qu'on peut introduire comme argument philosophique. Donc pour Wittgenstein, le rhinocéros qui ne serait pas là ou qui pourrait être vraiment là, ce n'est pas un argument philosophique. Donc qu'est-ce qui est au niveau de la fonction un argument? C'est la place de l'objet. Hein, donc la fonction réserve une place pour l'objet. Comme quand on reprend maintenant Descartes, le cogito, on pourrait dire c'est ça la fonction. Et Descartes l'aurait peut-être bien aimé, c'est ça, c'est l'espace qui prépare pour l'objet. Hein. Chose dont Husserl dira, c'est ça le problème de Descartes, parce que qu'est-ce qui arrive? C'est le sujet qui est à la place de l'objet, très vite. Hein. C'est les sciences qui vont écrire le sujet comme objet. Hein. Et Kant, de Vleeschouwer dit par rapport à Kant, que Kant est plus courageux que Descartes. Et je suis tout à fait d'accord, j'adore Kant, mais je trouve aussi qu'il est courageux, c'est-à-dire dans la mesure où il ne tient plus à tout prix garder un statut spécial pour le sujet. Et il travaille avec les termes fonctionnels, conditionnalité subjective et constitution d'objet, c'est-à-dire c'est la fonction qui constitue l'objet. Et on pourrait dire, initialement, il y a là un X, et on détermine le sens, la signification de ce X à partir d'une fonction, mais les deux ne sont pas détachés l'un de l'autre. Hein. Il y a constitution d'objet, c'est-à-dire on valide quelque chose qu'on a saisi comme un X d'abord, mais en même temps, ce qu'on arrive à faire comme fonction dépend de ce qu'on avait initialement positionné comme X et à fur et à mesure déterminé comme quelque chose comme un objet. Donc, j'annonce une toute petite chose, j'expliquerai ça un peu plus la semaine prochaine, dans 2 semaines. Moi j'ai oublié ce que j'allais dire là. Oh, c'est pas grave. Donc, constitution d'objet. Ah oui, il y a co-constitution donc chez Kant. Hein, co-constitution d'objet et de sujet. Très très important. Tout ce qui est, hein, question de l'être, question de l'existence aussi, passe pour Kant à travers l'épistémologie. Et c'est ça quelque chose, je m'en étonne toujours, que les philosophes analytiques très souvent puissent parler dans un sens kantien, qu'ils appellent kantien, mais font quand même une distinction entre l'ontologie et l'épistémologie, comme si l'un n'a rien à faire avec l'autre. C'est-à-dire le rhinocéros qui est là ou qui n'est pas là, hein, ça c'est l'ontologie, quoi. Et l'épistémologie, on décrit quelque chose. Eh bien, chez Kant, non. Hein, c'est du moment qu'on arrive à, je dirais, nommer quelque chose comme rhinocéros, déjà, ça a une consistance. Hein. Mais bon, je dis déjà dans des termes plus psychanalytiques.
Et ce que j'allais dire, c'était par rapport au sujet l'ego transcendantal. On dit, qu'est-ce que c'est? C'est le point qu'il faut supposer pour expliquer qu'il y a synthèse. Et, dit-il, c'est ce qui est capable de dire « je pense ». C'est bien quand même, hein? Capable de dire « je pense ». Il n'y a rien d'autre, rien d'autre. Bon, je vois qu'il est déjà assez tard. Où je veux en arriver avec la psychanalyse, c'est que quand on raisonne en termes de fonctionnalisme de la raison, préparation de la place de l'objet, il faut arriver à articuler un peu plus cette idée de je l'ai déjà nommé comme ça, de l'identification, de nommer quelque chose, c'est-à-dire fonctionnaliser, c'est aussi synthétiser quelque chose, saisir quelque chose, nommer quelque chose. Et beaucoup d'auteurs en parlent certainement dans le sillage de Foucault, de discours, de signes, de signifiants, de traces, etc. Mais je crois que c'est peut-être un peu l'option philosophique. Hein. Je crois que c'est très souvent très loin de la façon dont tout cela est important au niveau de la subjectivation. Et j'entends cela d'une manière assez basique, primaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour un être humain, disons, que de prendre un signe, un son, un trait, comme quelque chose qui réfère à quelque chose. Du moment qu'un être humain arrive à faire ça, de dire « ah !» et en ayant un impact sur l'autre pour obtenir quelque chose, par exemple, il est dans le langage. Qu'est-ce que ça implique au niveau de la subjectivation? Qu'est-ce que ça implique au niveau de la fonctionnalisation et la préparation de la place de l'objet, hein? Et là, c'est donc l'horizon corps interne, corps externe et la psychanalyse, où, avec Ariane Bazan, je plaiderai pour l'idée que le signifiant c'est quelque chose qui est inscrit dans le corps et que la subjectivité, la subjectivation, c'est une structure de jouissance et que la trace, le signe, comme le dit Lacan, la première inscription, c'est une inscription de quelque chose qui a foncièrement échappé. Donc la trace vient à la place de quelque chose qui a échappé. C'est ça un peu la logique que je vais élaborer. Et tout le monde représentationnel, signifiant, c'est le monde qui court après cette chose qui a échappé. Donc, c'est pas contre une idée de Foucault, mais j'essaierai d'articuler tout ce que je viens de dire plus au niveau du corps et de ce que cela veut dire que de prendre quelque chose, de saisir quelque chose. Et ça a beaucoup à voir avec le corps externe. C'est le corps externe qui prend les choses en fonction peut-être d'une satisfaction. Je ne suis pas sûre. Hein. Donc, on verra bien ça où et quand nous arriverons à toute cette idée de satisfaction. Mais je crois que je dois à peu près m'arrêter. C'est pas vrai? S'il y a des questions. Merci beaucoup de votre attention.